JASquad et je suis là pour vous parler de Kotlin en 30 minutes, ce qui n'est pas une masse à faire. Donc je vais vous montrer du code, je vais juste passer 2 minutes à vous dire ce que je pense un peu du langage. Moi, je n'ai pas une expérience énorme avec le langage, je suis encore un peu un newbie. Ce que j'aime dans Kotlin, c'est que c'est un langage qui est très pragmatique, c'est-à-dire que quand on vient du monde Java, en une demi-journée, une journée, on peut apprendre Kotlin et commencer à travailler en Kotlin sans beaucoup de problèmes. La syntaxe est assez proche, le système de type est pratiquement identique. C'est un langage qui devient de plus en plus populaire parce qu'il a été adopté par Google comme langage officiel pour Android. Il est aussi utilisé dans Gradle, etc. Donc il commence à avoir pas mal de popularité. Et Spring Boot l'utilise aussi, enfin Spring en général. Et donc c'est un langage qui se veut pragmatique dans le sens où il n'essaie pas d'être le plus pur possible, le plus fonctionnel possible, le plus typé possible, le plus immutable possible. Il est assez proche du Java, à la fois orienté objet, à la fois fonctionnel. Et du coup, l'autre avantage, c'est qu'il est hyper interopérable avec Java. On peut appeler du Kotlin depuis Java, du Java depuis Kotlin, et ça rend son adoption assez simple parce que vous pouvez continuer à utiliser les mêmes collections, les mêmes librairies, le même écosystème. Il n'y a pas besoin de réapprendre tout un écosystème, toute une API à côté. Donc, assez pour le blabla, on va parler du code. Et donc, je vais vous prendre un exemple super simple. On va essayer de créer une classe intervalle qui, comme son nom l'indique, est un intervalle entre deux instants, d'accord? Et donc, pour ça, on va donc créer une classe. La syntaxe est assez proche du Java. Donc voilà, là, on a créé une classe en Kotlin. Au revoir. Vous voyez, c'est assez proche du Java. On a toujours les packages, on met plus de point-virgule. Il n'y a pas besoin de mettre de point-virgule en Kotlin pour ceux que le point-virgule énerve vraiment. Alors, une première différence avec Java, c'est que par défaut, Kotlin a choisi que si on veut étendre une classe, si on veut qu'une classe soit extensible, il faut le dire explicitement. C'est-à-dire que si j'essaye de faire une classe foo ici qui étend intervalle, ça ne va pas compiler. Je ne sais pas si vous voyez le petit bit de rouge là, mais le type est final, on ne peut pas l'éviter. Donc si on veut qu'une classe soit évitable, il faut explicitement dire que la classe est open. Okay. Par contre, à l'inverse de Java, la classe est publique par défaut. Okay. Elle n'est pas package private. Voilà. Pareil, les champs sont publics par défaut. Alors, on va avancer un peu dans notre classe intervalle. Et donc, on va lui rajouter des attributs. Donc, on voudrait qu'il y ait un instant de début et un instant de fin. Alors, pour ça, on utilise le mot-clé val. Il y a deux mots-clés. Il y a val, c'est une valeur immutable, et var, qui est une valeur mutable. Donc, c'est l'équivalent d'un final en Java. Un val, c'est final. Un var, c'est pas final. D'accord? Donc, on va écrire val start. Et le type, vous voyez, on le met derrière, pas comme en Java. Ça peut paraître un peu agaçant au début. En fait, c'est une bonne raison, c'est que Kotlin fait énormément d'inférences de type. Donc, dans plein de lignes de code, vous n'aurez jamais écrit le type de vos variables parce qu'il va les inférer du type de retour de la méthode que vous allez appeler derrière, par exemple. D'accord? Donc là, on déclare une propriété, on va le déclarer. On va faire pareil avec end, qui sera aussi un instant. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que c'est une propriété val et elle doit être initialisée. Okay. Alors on va se dire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme valeur par défaut pour une variable de ce type-là? En Java, la valeur par défaut, ce serait nul. Donc on va se dire, puisqu'il veut que je l'initialise, on va mettre nul. Alors ok, le problème c'est que ça ne compile toujours pas. Pourquoi? Parce que nul n'est pas une valeur valide pour une variable de type instant. Okay. Pourquoi? Parce que en Kotlin, tous les types que vous connaissez, les types Java, sont non nullables. Okay. C'est-à-dire que le compilateur va vous interdire d'assigner nul à une variable de type instant, ou de type string, ou de type int, ou de type n'importe quoi. Si vous voulez qu'un type soit nullable, il faut mettre un point d'interrogation derrière. Donc tous les types Java que vous connaissez existent en double. En mode normal, c'est non nullable, et en mode point d'interrogation derrière, c'est nullable. Alors, ça rend le code plus sûr et surtout ça le documente. C'est-à-dire que quand vous avez une méthode écrite en Kotlin et que vous allez regarder dans Sakadoc et qu'elle retourne un instant point d'interrogation, vous savez que vous devez vous poser la question, tiens, pourquoi est-ce que cette méthode pourrait retourner nulle? Qu'est-ce que je dois faire quand c'est nul? Et de toute façon, le compilateur va vous obliger à gérer le cas nul.
Parce que si vous essayez, par exemple, de passer cet instant à une méthode qui elle-même prend un instant sans point d'interrogation, il ne va pas accepter de vous passer un instant avec un point d'interrogation. En gros, c'est pratiquement impossible d'avoir des null pointer exception en Kotlin. Un autre avantage que ça a, c'est que du coup, il n'y a pas besoin non plus du type optionnel, par exemple, qui est apparu en Java 8, puisque en gros, dans le langage, le type lui-même porte cette information. Est-ce que je suis toujours présent ou est-ce que je peux être absent éventuellement? Ok, donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est pas initialiser cette variable, ce qu'on voudrait, c'est la prendre en argument dans le constructeur. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, le constructeur, en Kotlin, on met pas de constructeur, en fait, on met directement dans les parenthèses derrière la classe les valeurs. Donc on va écrire start, qui est aussi un instant, et on va écrire end, qui est aussi un instant. Et après, on va initialiser les deux propriétés avec les valeurs dans le constructeur. Pour ça, on a un bloc init. Et là, on va pouvoir écrire this.start égale start et this.end égale end. Et là, vous retrouvez du code qui ressemble vraiment à du Java, si ce n'est que à la place du nom du constructeur, du nom intervalle que vous mettriez en Java, vous avez init. Ok? Alors, si ici, par exemple, je prends en argument instant point d'interrogation, vous voyez que de nouveau, ça ne compile pas, okay? Puisque je ne peux pas assigner un instant point d'interrogation à une variable de type instant. Ce n'est pas le but ici. Je veux passer effectivement un instant non. Alors en fait, tout ça, c'est très verbeux, et il y a une méthode plus simple en Kotlin pour faire ça, c'est qu'il suffit de mettre val ici et val là, et en fait, vous pouvez enlever tout ça, et on a exactement le même code qu'avant. Okay? Donc à partir du moment où vous mettez le mot-clé val ici, c'est non seulement un argument du constructeur, mais aussi une propriété de la classe qui est initialisée automatiquement avec l'argument du constructeur. Okay? Ce qui fait du code très lisible. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin des accolades, et voilà, là on a créé une classe qui est tout à fait valide. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'utilise cette classe depuis Java? Donc ça, on va aller dans main.java par exemple, et on va faire new intervalle de nul, virgule nul par exemple. Bon là évidemment on est dans du code Java. Ça veut dire qu'on ne peut pas, Java il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de passer nul à ce code Kotlin. Alors qu'est-ce qui se passe si j'exécute ce code? On va voir que le compilateur, non seulement il interdit au code Kotlin de l'appeler, mais il ajoute aussi évidemment dans le bytecode une instruction qui vérifie que ce que vous passez est bien non nul. C'est-à-dire qu'au runtime, le code Java ne va pas pouvoir faire des choses que le code Kotlin ne pourrait pas faire. Plutôt il va le faire, mais ça va faire une exception runtime, alors qu'en Kotlin ce sera la compilation. Okay? Mais vous voyez que c'est une classe tout à fait comme les autres. D'ailleurs, si je fais intervalle i égale intervalle, ici je peux faire i.getStart et i.getEnd. Okay? Les propriétés sont vraiment des propriétés au sens Java Bean du terme, et donc on peut utiliser cette classe dans tous les frameworks habituels qui utilisent des classes Java classiques avec des getters, etc. Okay? Là, ce qui est défini val, normalement, tu ne peux pas avoir setter. Exactement, il n'y a pas de setter. Donc si je fais i.setStart, il n'y en a pas. Okay? Si j'avais un var, j'aurais un setter. Donc ils sont définis comme final en fait. C'est ça, exactement. Continuons avec ça. On va créer une classe main, enfin une fonction main. Alors la fonction main, en Kotlin, on n'est pas obligé de la mettre dans une classe, et on ne doit pas la mettre dans une classe. Kotlin permet de définir des fonctions hors des classes. On n'a pas besoin de mettre des méthodes statiques ou quelque chose comme ça pour simuler des fonctions qui n'appartiennent pas à une classe. Okay? Et les fonctions peuvent prendre des arguments, on peut passer des fonctions à d'autres fonctions, etc., comme dans tous les langages fonctionnels. Donc ici, je vais créer un nouvel intervalle. Donc je vais faire val i1 égale un nouvel instant. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mot-clé new en Kotlin, on met simplement le nom de la classe, c'est pas instant, c'est intervalle que je vais faire. Et là, on va passer instance.parse de, je sais pas moi, on est en 2019, je vais mettre des chaînes de caractères, ce sera mieux. 2019 à 10 et 0, z, ok. Et puis, double cote. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié les.
Et puis en deuxième argument, alors c'est un peu difficile là sur l'écran, c'est petit, mais en deuxième argument, on va passer, c'est ça que j'ai oublié, on va passer à un nouvel instant, donc instant, on va parse, et on va prendre la même valeur, on va mettre 9 ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appelé mon constructeur avec 2 instants. On voit que je me suis trompé, j'ai passé le end avant le start. Okay, dans le cas d'un intervalle, ça peut paraître assez logique qu'on passe les arguments dans l'ordre chronologique. Dans le cas où vous avez une classe un peu plus complexe, qui prend 3 chaînes de caractères, laquelle vient avant la... Voilà, c'est pas toujours très clair. Alors pour rendre les choses un peu plus claires, déjà on va améliorer un peu notre code et on va faire un bloc init qui va vérifier que le end est toujours au moins supérieur ou égal au start. Donc pour ça, on pourrait faire un if, tester que le end est après le start, lever une illegal argument exception. En fait, il y a une méthode toute simple, faite pour ça dans Kotlin, qui s'appelle require. Require, donc vous voyez, elle prend en premier argument un booléen, c'est l'expression qui doit être vraie, et en deuxième argument, elle prend un message. Alors, ce n'est pas vraiment le message à afficher, c'est un lazy message, c'est-à-dire que c'est une fonction, alors l'écran est trop petit, mais la fonction, en gros, elle est censée retourner une string ou any, en fait, n'importe quoi, qui va pouvoir être affiché à l'utilisateur si la condition n'est pas vraie, et qui va constituer le contenu de l'illegal argument exception. Alors pourquoi est-ce qu'on ne passe pas une string? En fait, parce que des fois, construire la string, ça a un coût. Et construire cette chaîne à chaque fois qu'on appelle la fonction, alors que la plupart du temps, normalement, l'expression sera vraie, c'est donc, require, on va faire start plus petit ou égal à n. Donc à noter, de nouveau, un avantage par rapport à Java, on a peut-être faire .compare to n plus petit ou égal à 0. Okay, on a la surcharge d'opérateurs, on peut pas surcharger tous les opérateurs, mais un certain nombre, et notamment compare to, pour comparer deux comparables, on peut faire ça avec plus petit ou égal, plus grand ou égal, ça fonctionne. Okay, et ça ne fait pas partie du langage, ça fait partie de l'API, c'est-à-dire qu'il y a une fonction compare to qui est définie en tant qu'opérateur plus petit ou égal. Donc require start égale end, et donc en Java, il faudrait passer une fonction qui va retourner la string à afficher quand la condition n'est pas vraie. Donc en Java, on ferait sans doute parenthèse, flèche, et puis une chaîne de caractères. C'est ce qu'on va faire en Kotlin, sauf qu'en Kotlin, la fonction, elle ressemble plus à ce qu'on fait en Groovy, c'est-à-dire qu'on passe entre accolades, éventuellement les paramètres, mais là il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, on n'a rien du tout, et puis la valeur retournée par la fonction en question. Donc on va mettre ici start, entre parenthèses, la valeur de start, must be, plus petit ou égal à end, entre parenthèses, la valeur de n. Donc là, autre truc sympathique, plutôt que de faire fermer la chaîne, plus ouvrir la chaîne, etc., faire l'interpolation de variables, ce qui rend le code de nouveau plus lisible à mon sens qu'en Java. Alors, le dernier truc à savoir, c'est que ça, c'est du code qui va compiler, mais qui n'est pas très idiomatique. D'ailleurs, on peut l'exécuter, on va voir ce que ça donne. Et on a bien, alors non, j'ai oublié, ça c'est mon code Java, d'accord. Si je reviens là, j'ai bien mon illegal argument exception, puisque j'ai passé un start qui doit être plus petit que le n. Alors, la manière idiomatique d'écrire ce code-là en Kotlin, en fait, quand une fonction est le dernier argument d'une autre fonction, donc require prend une fonction ici en argument, et la fonction est le dernier argument, en fait, on ferme la parenthèse avant le dernier argument, et on ne met plus de parenthèse comme ça. Alors, ça paraît un peu chelou. Ceux qui ont fait du Groovy, ils sont habitués, c'est exactement la même syntaxe qu'en Groovy. C'est très pratique, en fait, parce que ça permet d'écrire des DSL, d'écrire du code qui devient très déclaratif. Par exemple, si je vous montre le build.gradle, donc Gradle est un peu un DSL écrit en Kotlin. Vous voyez, on a du code, alors il n'y a vraiment pas grand chose dedans là, on a du code où en fait, là on met des accolades, on est dans une section dépendance du build, et on met une accolade pour décrire tout ce qui est à côté. En fait, ce n'est pas juste des accolades, c'est un appel de fonction, c'est-à-dire que dependencies est une fonction, qui prend en argument une autre fonction. On arrive à écrire du code très déclaratif qui ressemble presque à du JSON ou un truc comme ça, ou à du YAML, par cette syntaxe un peu particulière.
Donc ça rebute un peu au début, mais on s'y fait très rapidement. Alors du coup, maintenant que j'ai l'exception, c'est bien. Donc il y a deux manières de résoudre le problème. Soit je réinverse l'ordre des arguments, soit, et ça c'est un autre truc qui fait partie, que j'aime beaucoup dans le langage, qui rend le langage très lisible, c'est qu'on peut utiliser des paramètres nommés en Kotlin. Alors malheureusement, ça ne marche que pour le code qui est lui-même écrit en Kotlin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer les paramètres nommés à une méthode Java. Parce qu'évidemment, dans le bytecode, il n'y a plus nécessairement les noms des arguments en Java. Donc là, en Kotlin, on peut écrire ça. Et donc l'ordre n'a plus d'importance. À partir du moment où on nomme les paramètres, on n'a plus besoin de les mettre dans le même ordre qu'initialement. Souvent, on les met dans le même ordre, mais le fait de pouvoir nommer les paramètres rend le code plus lisible parce que on peut comprendre à quoi sert cet argument, ce qu'il représente. Ça a aussi un avantage, c'est que ça évite de partir dans un peu de l'over-engineering qu'on peut avoir en Java, où on va faire des builders dès qu'une classe a plus de 5 arguments, parce que sinon on passe 5 arguments, on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Là, on peut faire un peu plus simple, ok, on va accepter que notre classe prenne 5 arguments, et on va s'autodiscipliner, et mettre des noms des paramètres, et comme ça le code va rester lisible, immutable, et tout ce qu'on veut. Okay. Donc là, j'ai résolu le problème en mettant le end en premier et en nommant mon paramètre. Alors, et donc cette fois, normalement, notre code devrait compiler et devrait tourner, même s'il ne fait pas grand-chose d'intéressant. Ok, ça marche. Alors, ce qu'on voudrait, c'est peut-être ajouter une méthode à cette classe intervalle. Les méthodes, comment ça marche? C'est comme les fonctions de plus haut niveau, c'est fun. Mais fun, chaque fois qu'on définit une fonction, que ce soit une fonction de plus haut niveau, une méthode. Donc fun, on va faire par exemple toDuration. toDuration, donc son type, on le met après la fonction. Et puis accolade, vous voyez que la syntaxe est finalement assez proche du Java. Et donc là, on va faire return duration point between start et end. Okay. Et toujours pas de point d'égal. Donc voilà comment on écrit une fonction et on l'appelle exactement comme une fonction Java, toDuration. Alors, il y a deux choses. Quand une fonction retourne une simple expression comme ça, on peut écrire ça un peu différemment. On peut mettre ici la fonction comme ça. Donc on met égal et puis l'expression qui est la valeur de retour de la fonction. Okay. Et en fait, quand on fait ça, on peut même se passer du type de retour parce que le compilateur est assez intelligent pour inférer le type de retour de la méthode de l'expression qui vient d'être. Donc là aussi, ça n'a l'air de rien, mais ça allège un peu le code, le bruit du code, d'écrire les choses comme ça. Donc là, ça me fait une méthode. Je pourrais aussi dire, oui, mais moi je voudrais l'équivalent en Java de getDuration, une propriété immutable de l'objet. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Il faudrait un val. Mais je ne veux pas un val avec un attribut supplémentaire dans l'intervalle. Je veux que chaque fois que j'appelle le getter, la durée soit recalculée exactement comme toDuration. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux écrire val duration, puis mettre get ici, et voilà. Et donc là, j'ai de nouveau, si je reviens dans mon code Java, que vous connaissez mieux, je peux faire i1.get duration. Okay. Donc là, j'ai un val, donc un getter, si vous voulez, qui retourne une expression calculée à la valeur. Okay. Alors, donc ici, ce qui est bien, c'est que si j'ai un val, j'ai plus besoin de toDuration, je peux écrire directement duration. Okay. Pas besoin de mettre getDuration comme en Java, on a juste des attributs. Alors, il faut se souvenir que donc, cette val, elle est publique, mais c'est comme si le getter était public. Quoi. Le champ lui-même, on ne le voit même pas dans le code Kotlin et il reste privé. Okay. Donc chaque fois que du code va accéder à cette propriété, quand on écrit ici duration, on accède effectivement au getter qui est généré. Okay. Donc ça nous permet de, si le duration, le calcul devient un peu plus compliqué, on peut le refactoriser sans affecter le code initial. Alors, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ah oui, alors, ce qu'on voudrait peut-être aussi, c'est pouvoir muter cet instant, alors cet intervalle. Alors, pas vraiment le muter, mais le transformer en un autre intervalle avec un start différent, par exemple. Donc, on pourrait écrire un fun with start avec new start avec un S majuscule,
instant. Et là, du coup, vous connaissez la syntaxe maintenant. On va faire un nouvel intervalle qui va prendre le new start et qui va prendre le end existant. Okay, et puis, on peut faire exactement la même chose pour faire with end. Okay, et with end, et là, on va faire le start existant et le new end. Okay, alors, il y a un truc, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a un truc qui marche pas. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est une méthode copy qui prenne un new start, qui prend un instant, et un new end qui prend un instant. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va écrire intervalle. Qu'est-ce que j'ai oublié? On peut faire. Ah oui. C'est l'inconvénient de faire du TypeScript en même temps que faire du Kotlin, c'est que du coup, on se trompe tout le temps. Intervalle, new start, new end. Vous voyez que là, on a trois méthodes qui se ressemblent furieusement, qui font à peu près toutes la même chose. Et en Java, on a souvent ça, on a des méthodes qui prennent des overloads parce qu'on veut passer un argument de plus, un argument de moins, etc. etc. Alors en Kotlin, comment est-ce qu'on peut faire pour régler tout ça? En fait, on peut dire qu'ici, la valeur par défaut de cet argument, c'est 10.start. Et que la valeur par défaut de l'autre argument, c'est 10.end. Okay, et du coup, on peut enlever tout ça. Et là, on peut faire val i2 égale i1 égale i1.copy. Je peux passer aucun argument. Ou je peux faire val i3 égale i1.copy avec juste new end égale, et là les paramètres nommés prennent encore plus de sens. Parce que certains arguments ont des valeurs par défaut, comme je veux passer que les autres arguments, je nomme simplement les arguments. Et là je vais faire instant.parse de je prends la chaîne de caractères là. Là, je vais mettre OK. Vous voyez qu'on a, on a réduit notre code, on l'a rendu beaucoup plus lisible et ça reste très lisible ce code-là. Okay, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'affiche ce I1 et qu'est-ce qui se passe si j'affiche, est-ce que I1 est égal à I3? On va tester tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, d'accord, code Java. Ok, donc on a le code truc habituel en Java, s'il n'y a pas de toString, on a le nom de la classe avec le hashcode derrière, et puis on a false. Alors à noter, ce égal là, c'est pas le égal de Java, ça ne compare pas les références, ça fait vraiment un appel à equals. Donc de nouveau, une source de bug éliminée avec un égal qui fait vraiment la chose qu'il veut faire. Si vous voulez vraiment comparer les références, vous mettez triple égal. Alors, et du coup, évidemment, le not equals est aussi un not equals. Alors, du coup, il faudrait que j'ajoute un toString et un equals et un hashcode. Alors, je vais laisser mon IDE faire ça pour moi. Donc, je vais faire equals et hashcode. OK, tous les champs. Et puis, je vais faire, alors, à noter, du coup, vous voyez, pour overrider une méthode, on devrait mettre le mot-clé override devant, sinon ça ne override pas. Et on va faire un toString. OK, on va le. Vous voyez le toString là, comme il est agréable à lire? Je sais pas, moi je trouve ça plutôt. Alors, regardons un peu ce equals. Ici, on a une classe qui est finale, puisque je ne l'ai pas mise open. Ok, donc ici, il fait, d'ailleurs, il le fait tout seul. Ce not is là, c'est l'équivalent de not instance of. C'est la même chose qu'en Java, sauf que ça s'appelle is et qu'on peut mettre un not devant, ce qui est un peu plus agréable. Alors, ce qui est super cool, par contre, c'est que vous voyez, le truc, il est en verdâtre, je ne sais pas si ça se voit bien au tableau. Ici, je n'ai pas besoin d'introduire une nouvelle variable, other interval, et de caster le other en intervalle pour pouvoir accéder au start et au end. Comme le compilateur est un peu plus malin, il sait qu'à partir du moment où ce truc-là retourne false, n'a pas retourné false, c'est que other est forcément un intervalle. Et donc, je peux appeler start directement sur other, alors que other est de type any, déclaré comme type any. Encore des petites fonctionnalités du compilateur qui sont assez intéressantes.
Alors là, du coup, j'ai écrit pas mal de code et je me retrouve un peu dans la situation du Java où il faut que j'arrive à me démêler de ce qui a été généré par l'IDE, ce que j'ai vraiment écrit, quelle est la part de code pure technique et de code vraiment fonctionnel. Alors, il y a un peu l'équivalent des case class qu'on vient de voir en Scala, là. En Kotlin, vous pouvez mettre data class, et dans ce cas-là, en fait, ça vous génère la méthode copy, la méthode equals, la méthode hashcode, la méthode toString. Okay. Normalement, ça devrait continuer à compiler. Ça ne compile pas, pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas new end, c'est juste end qu'il faut passer ici. Et là, du coup, j'ai bien I1 égale 3 qui est false, j'ai mon vrai intervalle avec son vrai toString, et si j'essaye I1 égale I2, alors que j'ai fait une copie, normalement, ça doit être égal à 3. Okay. Ouais. Est-ce qu'on peut enlever le end dans la déclaration des variables? Est-ce qu'il faut faire ici, là, si tu passes ça, oui, mais dans ce cas-là, tu vas passer un new start parce que c'est le premier argument. Alors, donc voilà pour les aspects syntaxe, création de classe. Vous voyez que c'est très proche du Java, donc vous pouvez être en ordre de marche assez rapidement. Alors je vais quitter un peu cet exemple de l'intervalle pour parler un peu des aspects fonctionnels du langage. Je vais par exemple essayer de générer toutes les dates à partir de demain et pour les 10 jours qui viennent. Alors je pourrais faire une boucle, on peut faire des boucles for, des boucles while en Kotlin, hein, ça reste très pragmatique. Un truc que je n'ai pas noté d'ailleurs, c'est que si vous prenez du code Java et vous faites CTRL-SHIFT, je ne sais plus quel truc, vous faites convert to Kotlin et IntelliJ vous convertit tout votre code en Kotlin. C'est pas toujours du Kotlin super joli. Des fois, il y a dans Java, on fait convert. Ah oui, c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire en Kotlin, c'est vachement pratique. Alors, donc, je peux faire une boucle, mais en fait, Kotlin a un type qui s'appelle range. Et cet opérateur point-point, là, c'est ce qui permet, la syntaxe qui permet de faire un range de 1 à 10 inclus. D'accord. Et un range, il a des méthodes. Donc, par exemple, il a des for each, et il a aussi un map. Donc map, ça va être une fonction qui prend une autre fonction. Donc c'est l'équivalent d'un string.map que vous connaissez sans doute en Java. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc on va commencer par créer une val today égale local date. Et donc là, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais construire une local date qui soit today point plus days de quoi? De l'argument ici, donc avec i, flèche, i. Alors le problème c'est que i c'est un entier et que là je veux un long, donc il faut que je mette tout long explicitement. Okay. Ça c'est une autre particularité du langage. Kotlin veut que les transformations de type soient explicites. Alors quand j'ai un seul argument, en fait, ce qui arrive très souvent, map, filter, tout ça, ça prend un seul argument. Je peux enlever l'argument et par défaut, il s'appelle it. Okay. Alors, c'est pratique quand vous avez des lambda à l'intérieur de lambda, évitez de mettre des it à chaque fois parce que du coup le code devient pas très lisible, quoi. Donc l'autre syntaxe que je viens de vous montrer avant reste pratique pour dire ça c'est l'itérateur du range, ça c'est la local date, ça c'est autre chose. Okay. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai créé une liste de local date. Okay. Si j'assigne le résultat de tout ça à une variable, j'ai list, je vais l'appeler days, d'accord? Et donc si je fais println de days, je devrais avoir la liste de local date de 24, 25, etc. Et j'ai bien mes... Alors, ici, je vais rendre le type explicite, j'ai une liste de local date. Cette liste, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire par exemple days.add de today? Vous voyez que ça ne marche pas. Okay. Ça ne marche pas parce que Kotlin map les types de collections Java, donc cette liste est une vraie array list. Si je fais println de days, comment est-ce que je vais faire ça? Des classe pour Java.
j'ai bien une Java util array list. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des nouvelles collections. Mais c'est une array list, bizarrement, qui n'a pas de add. Pas de méthode add. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kotlin sépare les collections en deux types différents. Il y a les listes qui sont non mutables et les mutable lists qui sont mutables. Okay. Mais les deux peuvent être évidemment implémentés par la même classe. Une array list, c'est une mutable list en fait. Okay. Donc si je veux une liste mutable, bah, je vais devoir faire par exemple val mutable days égale des.toMutableList. Okay. Et là, je peux faire mutable days.add de today si j'ai envie. Okay. Donc de nouveau, ça c'est très pratique parce que dans la définition de vos API, quand vous avez une méthode qui retourne une liste, bah, en règle générale, vous ne voulez pas nécessairement que la plante vienne modifier cette liste. Parce que cette liste, c'est l'état interne de votre objet, vous voudriez qu'il reste encapsulé. Okay. Donc en Java, en général, on fait des copies défensives. Vous pouvez évidemment aussi faire des copies défensives, surtout si votre code doit rester interopérable avec du Java, qui lui ne verra que le type Java util list. Mais si vous êtes en full Kotlin, bah, à moins que l'utilisateur triche et caste explicitement ce list en mutable list, bah, normalement il sait qu'il ne doit pas rajouter, quoi, sinon il se tire une balle dans le pied. Donc c'est assez pratique d'avoir ces deux hiérarchies de type différentes. Du coup, la liste, c'est pas l'interface Java, c'est une interface. C'est l'interface Kotlin, mais qui contient exactement la même méthode que l'interface Java, sauf toutes les méthodes qui mutent la liste. Ouais. Du coup, dans la liste sous-jacente, Ouais. elle reste mutable. Alors là, quand j'ai fait tout mutable list, j'ai pas casté la liste, si tu veux. J'ai créé une copie de la liste qui elle est mutable. J'aurais pu aussi faire un map-to ici et faire un map-to du new mutable list si je sais que je veux modifier la liste par après. D'accord. Donc on peut mapper vers une liste mutable aussi. C'est une guide copie qui fait ou alors Non, c'est une shallow copy. Ah, Shallow copy. Alors, donc là j'ai une liste de days. Alors ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de dire, ben, en fait, je voudrais. Ah oui, j'ai oublié un truc dans mon exemple aussi. Je vais y revenir, c'est pas grave. Je voudrais en fait les filtrer et ne garder que celles qui sont sur un week-end. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Ben, avant de faire ça, en fait, je vais revenir sur mes instants. Vous vous souvenez que pour créer mes instants, je faisais instant.parse, blablabla. Sur le type string, il y a une méthode toInt en Kotlin. Il y a une méthode toLong. Ben, ça serait naturel de se dire, ben, je voudrais faire toInstant pour transformer un string en instant. Alors le problème, c'est qu'évidemment, je ne peux pas faire ça parce que la classe string, ben, c'est une classe qui ne m'appartient pas, je ne peux pas aller modifier son code. En fait, je peux pratiquement. C'est-à-dire que si je veux faire un instant to string, ben, on va commencer par une fonction qui fait instant to string, pardon, l'inverse, string to instant de s de string, et donc son implémentation, ce sera instant.parse de s. Okay. Donc là, j'ai une fonction, mais c'est pas franchement mieux qu'instant.parse. En fait, en Kotlin, ce qu'on peut faire, c'est mettre le type là, point, toInstant. Du coup, il n'y a plus besoin de ça parce que le receiver de la fonction, c'est la string, et mettre this ici. Okay. Et là, j'ai créé ce qu'on appelle une fonction d'extension, une extension function. Okay. Et ça, c'est vachement cool parce que du coup, je peux écrire 2019 -01-10 T0.0z.toInstant. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'évidemment, comme c'est fait par JetBrains, ce langage, je ne l'ai pas dit, bah, c'est super bien intégré dans le milieu directement. Ça, c'est cool. Je vais continuer à utiliser vos idées principales. Donc vous avez toInstant, et ça vous est proposé par l'autocomplétion. De nouveau, c'est une petite chose, hein, parce qu'au final, c'est qu'une méthode statique déguisée, tout ce truc-là, c'est pas polymorphique ni rien, mais ça aide à l'utilisabilité du langage. Quoi. Ça programme avec beaucoup plus de plaisir quand on a ce genre de Comment? Tu veux pas surcharger une Non, méthode pas du tout. S'il y a une méthode vraie et une méthode d'extension, c'est toujours la vraie qui gagne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une extension function. Alors, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Si je reviens à mon exemple avec les listes, ce que je voudrais maintenant, c'est filtrer cette liste des 10 jours et ne garder celles qui représentent des jours de week-end, des samedis ou des dimanches.
Alors, donc j'ai mon days là. Et donc, une fois que j'ai fait mon map, ce que je voudrais faire, c'est un filter. Okay. Donc là, de nouveau, je vais devoir passer une fonction qui va vérifier si le hit est un samedi ou pas. Alors, en fait, de nouveau, là, je vais pouvoir faire run local date.isweekend égale this.day of week égale Saturday ou this.day of week égale Sunday. Okay. Et donc là, je peux faire it.isweekend. Okay. Et ça donne du code très agréable à lire, quoi, très naturel. Alors, en fait, je peux même aller plus loin que ça. Le isWeekend, ici, c'est un appel de méthode. Si je voulais en faire une propriété, là, je peux transformer ce fun par un val, là, et faire comme avant, c'est-à-dire mettre un get ici. Et voilà. Et là, j'ai même plus besoin de parenthèses. Okay, donc, je vais faire des vals d'extension, propriétés d'extension. Et ça, c'est valable dans toute l'appli du coup. Alors, très bonne question. Qu'est-ce qui se passe du coup si je vais dans une autre classe? Est-ce que si quelqu'un a défini ailleurs dans une librairie une autre méthode d'extension toInstant sur les strings qui ne fait pas la même chose que la mienne, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose parce que en fait, quand vous utilisez une méthode d'extension, donc là je suis dans une autre classe qui est dans un autre package, okay, et que je fais toInstant, en fait, pour l'utiliser, il faut l'importer cette fonction. Donc, le code de la librairie va continuer à utiliser son toInstant à lui qu'il importe, mon code à moi va utiliser mon toInstant à moi que j'apporte. Okay. Donc, de la même manière que les classes, on importe des fonctions et ça marche exactement la même manière. Alors, donc là, j'ai la liste des trucs, et donc si je l'affiche normalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien 3 dates qui sont les samedis et les dimanches des 10 jours qui viennent. Alors, je vais terminer ma petite présentation. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous montrer. Lisez la doc, elle est vraiment très agréable à lire. Il y a plein de petits exercices qui vous permettent de découvrir le langage. Je vais faire une fonction fun list de any, par exemple, .printall. D'accord, donc vous voyez que les extensions, on peut les mettre sur n'importe quoi. Tout ce qui peut être un argument d'une méthode statique, on peut le mettre comme extension de fonction. FunListAny.printall, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.forEach, parce que this c'est la liste, d'accord? Et je vais faire, en fait, on peut faire 2.2.println. Okay, c'est une référence à une fonction, comme en Java, on fait une référence à une méthode. Alors, qu'est-ce qui se passe en Java si on essaye de passer une liste de local date et une fonction qui prend une liste d'objects? Ça compile ou ça compile pas? Ça compile pas, on est d'accord? Parce que les listes sont invariantes en Java. Une liste de local date n'est pas une liste d'objets, parce que si c'en était une, on pourrait rajouter n'importe quoi, une liste de local date, et donc corrompre. En Kotlin, en fait, comme il y a des types qui sont les collections, par exemple, liste est immutable, mais en fait, on peut déclarer le fait que le type est covariant dans le type lui-même. Vous voyez, ce n'est pas une liste de E, c'est une liste de out E. C'est-à-dire que, en disant ça, vous dites que ce type est générique, mais que les méthodes qu'il y a à l'intérieur peuvent retourner des E, tout ce qu'ils veulent, mais ne peuvent pas prendre des E en argument. On ne peut pas rajouter un E à l'intérieur de cette liste de E. Et ça, du coup, c'est cool, parce qu'on peut passer ici, on peut écrire days.printall, ce qu'on ne pourrait pas faire en Java. C'est qu'une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. Plein de trucs vraiment super sympas dans le langage, la surcharge des opérateurs, les fonctions infixes, les coroutines. Alors il faudrait sans doute, voilà, en plus j'y connais rien, il faut demander à Julien de vous parler des coroutines, il est plus compétent que moi là-dessus. Donc ça prend, si vous avez 3 heures de libre, vous pouvez apprendre Kotlin. Après, vous ne faites pas du code idiomatique tout de suite, il y a plein de petites fonctions sympas qu'il vous faudra apprendre, etc. Mais si vous connaissez Java, Kotlin c'est fait pour vous. Vous pouvez y aller. Voilà, merci beaucoup.